Bonjour à tous. Est-ce que on y est? Ok. Bon, du coup, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints sur cette conférence Léonard. J'espère que vous allez bien. D'abord, juste pour vous rappeler qu'aujourd'hui, c'est la 35e conférence de ce genre. Donc, ça fait déjà un petit bout de chemin. En fait, c'est une série de rencontres qui est organisée par Léonard et toutes les entités résidentes de Léonard, donc la Fabrique de la Cité, la Fondation Vinci et Léonard Paris, pour en fait le temps de cette distanciation, en gros, pour continuer à alimenter nos réflexions sur ce qu'on appelle les futurs urbains dans toutes leurs dimensions. Donc, ça permet d'aborder beaucoup de sujets. Et donc, le sujet du jour est les nouveaux pauvres liés à la crise, au confinement et à l'arrêt de secteurs économiques entiers. Avant d'aller plus loin, je fais juste une petite vérification. Si dans le chat, vous pouvez me confirmer que tout le monde entend bien, c'est bon? En tout cas, Yann et François, vous m'entendez bien? Oui, oui. Ok, bon, c'est bon. Donc, ce sujet, en fait, est amené par la Fondation Vinci, donc, dont je fais partie. Moi, je suis Mathieu Alési. Deux mots, du coup, en préambule de ces interventions, et avant de présenter les deux intervenants qui vont partager leurs expériences. Du coup, la Fondation Vinci a lancé une opération spéciale pendant cette crise, et donc de mars à juin, a lancé et un budget spécial et une opération de sélection spéciale pour soutenir le milieu associatif et soutenir du coup les personnes en première ligne dans cette situation très dure, et donc pour permettre aux associations d'être aux côtés de leur public avec toutes leurs activités habituelles et même plus de moyens possibles. Donc, la Fondation, en 2 mois et demi, du coup, a pu soutenir 350 associations sur des projets dans plusieurs secteurs. D'abord dans le secteur hospitalier, avec des projets qui, du coup, soutenaient les soignants à la fois sur des enjeux logistiques et des enjeux de soutien de tout type, hein, jusqu'à des fournitures de repas. Dans le secteur scolaire aussi, pour venir en aide notamment dans les quartiers défavorisés, avec des jeunes collégiens ou lycéens qui n'ont pas forcément un cadre de vie et un appui familial suffisant pour tenir pendant le confinement de la scolarité à distance. Donc là, on a pu appuyer aussi de nombreuses associations et on a pu faire du don de matériel aussi en quantité. Et enfin, dans le milieu du sanitaire et social, où là, forcément, du coup, les publics en grande précarité ont eu encore plus que d'habitude besoin des associations de ce secteur-là et de tous les travailleurs sociaux de ce secteur-là pour les accompagner pendant cette crise. Donc, on a pu, du coup, à notre échelle, humblement soutenir, du coup, les associations qui étaient à l'œuvre sur le terrain, et elles ont fait un boulot extraordinaire. Dans ce cadre, on a travaillé avec la fédération Andes, donc qui est représentée ici par Yann Auger, son directeur général, et l'association Aurore, qui est représentée ici par François Morillon, son directeur du développement. J'ai proposé du coup à Yann et François d'intervenir aujourd'hui parce que leurs deux structures, et ils l'expliqueront beaucoup mieux que moi, interviennent notamment sur le thème de la distribution alimentaire, qui est un thème en fait qui est un révélateur assez frappant de la grande précarité, et on peut voir du coup en ce moment quelles sont les évolutions sur ce thème-là. Moi, ma question, en fait, notre constat de départ, c'était que cette crise sanitaire en fait a bouleversé de nombreux secteurs économiques. Évidemment, les premiers à en souffrir sont les plus précaires.
on les retrouve forcément dans des associations, dans les publics des associations comme les vôtres, Andes et Aurore. Du coup, voilà, moi, ce que j'aimerais comprendre aujourd'hui, grâce à vos expériences et à vos actions, c'est d'abord, enfin, permettre d'en savoir plus sur les actions de vos associations, et ensuite essayer de comprendre quels sont ces nouveaux publics. Ou d'abord, est-ce qu'il y a des nouveaux publics vraiment? Est-ce qu'il y a eu des nouveaux publics? Qu'est-ce qu'ils sont? Quels sont leurs profils? Et ensuite, comment vous avez innové, comment vous avez adapté vos actions pour ces nouvelles prises en charge et pour que du coup vous puissiez accueillir ou soutenir ces nouveaux publics. Je commence du coup à passer la main à François Morillon pour l'association Aurore et je reviendrai vers vous pour les questions. Je rappelle à tout le monde que vous pouvez poser des questions dans le chat que je reprendrai du coup pour les intervenants. Et je rappelle aussi qu'on est ensemble du coup pour à peu près 45 minutes. Et à la fin, il y aura aussi une petite phase de networking où vous pourrez en tête à tête retrouver les deux intervenants dans le bouton à gauche networking de la plateforme. Donc voilà, d'abord, place aux présentations. Donc François, d'abord sur l'association Aurore. Bonjour à tous, merci Mathieu. Oui, je suis François Morillon, directeur du développement de l'association Aurore. Pour l'occasion et dans le cadre de l'épidémie, j'ai repris un peu mes métiers d'avant parce que pendant de nombreuses années, j'étais directeur du pôle urgence de l'association Aurore et ces actions-là s'adressent particulièrement aux gens qui vivent à la rue. Alors, avant de venir sur l'exemple et le sujet, donc l'exemple qui est récemment, on a monté une distribution alimentaire sur la ville de Paris. Le Aurore, il faut savoir que c'est une association qui a été créée à la fin du 19e siècle, qui de façon générale héberge, soigne et insère des personnes exclues, précaires ou pauvres, et est un acteur important de la lutte contre la pauvreté, pour faire très court et schématique. On est principalement engagé sur la région Île-de-France avec 260 actions. La distribution alimentaire, je vais essayer de vous donner 3-4 clés de lecture, parce que pour comprendre le contexte que l'on vit là, il faut quand même comprendre le contexte plus général et plus large de nos dispositifs d'action sociale. La distribution alimentaire s'intègre en fait dans un cadre, chaque département a l'obligation d'avoir ce qu'on appelle un dispositif de veille sociale qui est régulé et encadré par l'État. Alors, à Paris, c'est une exception territoriale, donc de fait, il y a la ville de Paris qui intervient. Et vous connaissez tous le 115. Le 115, ce numéro pour les personnes qui sont à la rue, c'est un des dispositifs, au même titre que la distribution alimentaire et des accueils de jour, pour s'occuper et permettre aux personnes qui sont à la rue, qui n'ont pas de solution d'hébergement et de logement, de pouvoir être accompagnées, repérées. Dans ce dispositif départemental aussi, vous avez des équipes d'intervention sociale de rue qui vont à la rencontre donc des personnes qui sont en situation de rue et qui vivent à la rue. Voilà, sur le fond de cette action sociale, de ces missions et de ce qu'on doit faire, principalement, on s'intéresse aux droits des personnes, à l'accès aux droits et au maintien des droits des personnes. Voilà, ça c'est pour un petit point de repère sur le dispositif. Sur bien entendu, c'est des actions qui sont menées par différents partenaires. Il y a le secteur associatif, bien entendu, fait de professionnels comme Aurore, vous avez l'Armée du Salut, vous avez la Croix-Rouge, plein d'autres. Et puis, vous avez aussi des acteurs plutôt bénévoles, comme les Restaurants du Cœur, par exemple. Et cet ensemble-là, avec les partenaires, mais aussi les acteurs comme la Ville de Paris, construisent ce dispositif. Alors, qui sont les personnes à la rue de façon ordinaire? Je dirais que ça concerne 2 ou 3 points. D'abord, c'est une situation de mal-logement en France. C'est-à-dire qu'on a à peu près, selon la Fondation Abbé Pierre, 3 millions et demi plus de personnes mal logées en France. Et
du fait d'avoir pas assez de logements, mais pas aussi assez d'hébergement, vous avez des personnes qui se retrouvent en situation de rue. L'autre difficulté qu'on a rencontrée ces dernières années, c'est d'avoir une crise de l'accueil des réfugiés qui, mécaniquement, ne permet pas d'accueillir l'ensemble des demandes, c'est à peu près 132 000 personnes à l'année, et l'ensemble de ces demandes qui ne sont pas traitées font que des personnes se retrouvent à la rue. Donc, on a une difficulté dans la construction de la problématique mal-logement, d'intensité et de massification de la problématique. Et puis le troisième point, c'est une situation globale et générale de pauvreté, avec un phénomène combiné pauvreté, exclusion, précarité, qui, si on prend un seul indicateur et référence qui est le taux les revenus de pauvreté, qui sont à peu près à 1 000 € par personne, ça fait à peu près 9,5 millions de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Alors, la gestion de l'épidémie, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir qu'on est dans un contexte dans lequel il s'est passé au mois de mars un arrêt, Mathieu le disait en introduction, et donc il a fallu, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de laissés pour compte, complètement repenser et réorganiser des circuits de distribution qui étaient classiquement développés. Nous avons dû fermer nous, certaines structures du fait du confinement. Et donc, il a fallu, en quelques jours, pouvoir réorganiser des filières avec des partenaires, notamment de la restauration collective, pour pouvoir faire en sorte que les personnes qui n'ont pas les moyens d'accéder à de la nourriture puissent avoir une solution sur le plan alimentaire. Ça veut dire qu'il a fallu des usines qui étaient fermées, il a fallu en réouvrir. Voilà, sur le plan technique et opérationnel. Aujourd'hui, notre distribution alimentaire depuis le 24 mars et ce jusqu'au 31 mai, c'est 5 500 paniers qui sont distribués en 4 points dans Paris, et Aurore en gère 3 de ces points. Et donc, c'est autant de personnes à peu près qu'on souhaite cibler, une personne étant un panier. On a un point dans le nord de Paris, sur Barbès, on a un point dans le 3e arrondissement au carreau du Temple et un point dans le 14e arrondissement au Grand Voisin. Bien entendu, vous comprenez que rien que sur ces 3 lois, et le 4e, c'est l'Armée du Salut, qui s'en occupe, et plus à la frontière, en fait, soit sur des zones de squat, soit à la frontière avec la Seine-Saint-Denis, sur des populations qui sont organisées en rue sous des formats, comme j'ai dit. Chaque lieu de distribution a été choisi en fonction des lieux disponibles qu'on pouvait mobiliser. Mais l'idée, c'est quand même de pouvoir quadriller le territoire. C'est quand même le dispositif de veille sociale, c'est de pouvoir répondre de façon homogène sur le territoire. Mais là, de fait, il a fallu être pragmatique et on a produit les solutions qui étaient à notre portée. Somme toute, quand vous êtes dans le nord de Paris, c'est pas tout à fait la même situation que quand vous êtes sur le sud de Paris ou dans le centre de Paris. Alors, la population à laquelle on est destiné, c'est qui? C'est une population qui est assez hétérogène, en fait. Vous l'avez compris, ça peut être un jeune adulte qui fait une demande d'asile ou une personne plutôt d'ici qui, pour X raisons, se retrouve à basculer et en danger, en situation de rue. C'est 80% dans les statistiques de la distribution alimentaire, c'est des hommes, 20% c'est des femmes. Et le rapport personne isolée ou famille, c'est de l'ordre de 90-10, c'est-à-dire globalement les personnes qui viennent sur les accueils de distribution alimentaire, c'est des hommes seuls, pour une bonne raison, c'est que pour les familles, souvent elles sont prises en charge, il y en a moins à la rue que les hommes isolés, parce que c'est la priorité des dispositifs d'hébergement. Et donc, il y a des modalités, les personnes peuvent plus facilement, en théorie, accéder à des aliments et ou se faire à manger.
En théorie, je dis simplement, et Yann complétera le propos plus, je pense, sur les familles. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes à l'hôtel que vous avez forcément une facilité de vous faire à manger. Donc, en fait, les visages sont en fait nouveaux et non, c'est-à-dire nouveaux dans cet espace-là dédié prioritairement d'ordinaire pour les gens à la rue et les gens qu'on connaît et en nombre, malheureusement. Sont venus nous voir des personnes qui d'ordinaire peuvent manger ailleurs, dans d'autres espaces, dans d'autres lieux, autrement. Alors, c'est des personnes qui ont entre 0, 500 euros, 600 euros, 700, 800 euros, vous avez compris. C'est des personnes surtout qui pouvaient s'acheter à manger sur un marché, par exemple à Barbès, qui est beaucoup moins cher que le Franprix qui est juste à côté. C'est des personnes, des familles dont les enfants peuvent bénéficier de repas dans les écoles, mais les écoles étant fermées. Et les repas à 1 euro ou leur en gratuité, eh bien tout de suite c'est une charge pour elles, et avec des minima sociaux c'est très difficile de pouvoir tenir un mois complet. Donc c'est toutes ces situations de jeunes mères isolées, ou de personnes sans ressources, c'est aussi toute l'économie parallèle du marché du travail au noir aussi, qui vient se révéler et se rappeler à notre bon souvenir que c'est des situations très précaires. Des personnes qui sont autonomes d'ordinaire, mais là, de fait, non plus de ressources, et se trouvent en difficulté pour pouvoir s'alimenter. Donc, la nouveauté, elle est là. Ça veut dire que même si on a un dispositif globalement en France d'aide sociale, d'action sociale qui est assez robuste en comparaison à d'autres pays, somme toute, bien entendu, c'est pas suffisant. Et là, le fait, la situation et le contexte a eu ce phénomène aggravant et un accélérateur probablement pour certaines personnes dans les difficultés qu'elles rencontrent au quotidien. Donc, certaines qui étaient en risque sont devenues en danger, et dans la période du début, maintenant non, mais au début du confinement, on pouvait passer dans les grandes villes notamment, mais peut-être ailleurs aussi, sur des situations quand même de famine. Je ne sais pas si le mot est fort. En tout cas, je sais qu'à Bordeaux, il y avait un sondage qui a été fait, c'était près de 1800 personnes qui étaient sans solution alimentaire. Il faut savoir que sur Paris aujourd'hui, c'est 17 000 personnes qui profitent de dispositifs comme la distribution alimentaire que nous gérons à Aurore. Donc voilà, c'est quand même des grandes masses. La sortie des confinements, ça ne veut pas dire qu'en sortie des confinements, ça va forcément aller mieux pour ces personnes. Et il faut concevoir justement une permanence d'acteurs et de dispositifs et de solutions qui permettent à ces personnes d'accéder à la fois, bien entendu, aux biens et à l'alimentation, mais avec aussi la panoplie des droits sociaux qui vont pour avoir une domiciliation, pour continuer à instruire sa demande, son titre de séjour, etc. Qu'est-ce que je peux vous partager tous en 15 minutes? Je pense que je vais arrêter là et puis on va pouvoir rebondir. Et je pense que de toute façon, Yann va avoir des propos complémentaires ou rebondir sur certains sujets. Voilà pour moi. Merci, je crois que c'est à moi. On a perdu en tout cas temporairement notre présentateur, mais il m'a dit dans les backstage de prendre la suite. Il faut juste que j'arrive à vous afficher les quelques diapos qui étaient prévus. Hop, voilà. Si tout se passe bien, vous devez voir, et donc on va pouvoir débuter. Donc, Yann Auger, je suis le directeur de... Je pense qu'on a été coupé une petite seconde, je ne sais pas pourquoi, j'espère que vous m'entendez. Si vous m'entendez bien, n'hésitez pas à le dire sur le chat, ça m'arrangerait pour être sûr que je ne parle pas tout seul, mais normalement c'est bon. Voilà, donc j'étais en train de me représenter, association Andes, que je vais vous présenter en vitesse et en vous présentant les publics spécifiques que l'on accueille habituellement pour ensuite traiter la problématique qui est celle du jour, les personnes que l'on accueille spécifiquement en ce moment. Voilà, je vois les réponses, tout va bien, vous m'entendez, ouf, je poursuis.
Donc, pour vous présenter Andes très rapidement, Andes, c'est Association nationale de développement des épiceries solidaires. On a 2 activités, un rôle de tête de réseau des épiceries sociales et solidaires en France, qui est le principal sujet dont on va parler ensuite, et puis une 2e activité au service de la première, qui est un pôle d'approvisionnement constitué de 4 plateformes qui font de la lutte contre le gaspillage de fruits et légumes dans les marchés de gros pour les distribuer à l'aide alimentaire, des structures comme les épiceries, mais aussi d'autres structures d'aide alimentaire. Donc, je vais vous parler plus spécifiquement des épiceries, en essayant de faire très vite, en ne passant pas 10 minutes sur les 15 sur la présentation institutionnelle. Notre objectif dans les épiceries sociales et solidaires, c'est de proposer une alimentation diversifiée et de qualité à tous, y compris des personnes qui, en un sens, ne sont, si je puis dire, pas assez pauvres pour relever de la distribution gratuite d'aide alimentaire, et évidemment, c'est tant mieux pour ces personnes. Mais des personnes qu'on ne peut pas laisser toutes seules se débrouiller sur le sujet. Et les épiceries sociales et solidaires se proposent donc d'accueillir des personnes qui sont en capacité de contribuer de manière symbolique, financièrement, aux achats qu'elles réalisent dans des établissements qui se présentent comme des commerces de proximité tout à fait classiques, et dans lesquels les bénéficiaires font donc leurs courses pour un coût entre 10 et 30% de la valeur marchande des produits pendant les quelques mois d'accès à l'épicerie, au cours desquels, par ailleurs, ces personnes sont accompagnées par des travailleurs sociaux pour essayer de contribuer à leur réinsertion et à leur projet personnel. Voilà, pour essayer de faire très court sur la présentation du dispositif. Fort de ces principes, on essaye donc de proposer à chacun une liberté de choix, des économies temporaires pendant le temps d'accès qui permettent de se projeter sur la suite et le retour au milieu ordinaire, comme on dirait dans un autre secteur, lorsqu'il va s'agir d'aller faire ses courses comme tout un chacun, des activités, un accompagnement social, un fort accent mis sur des produits frais et de qualité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on se positionne sur notre seconde activité sur les fruits et légumes. Bref, un dispositif global qui se veut non stigmatisant et responsabilisant pour les personnes qui sont accueillies. Les quelques chiffres, et après j'en ai fini avec cette introduction. Aujourd'hui, on représente un peu plus de 380 épiceries sociales et solidaires, accueillant à l'année plus de 170 000 bénéficiaires, ce qui représente, si on ramène ça à des repas, à peu près 22 millions de repas distribués chaque année. Bon, après, je ne rentre pas dans les détails, on est organisé avec des animateurs qui accompagnent les épiceries, etc. Et puis, les petits camions que vous voyez là sont les implantations de nos plateformes qui travaillent sur les fruits et légumes, comme je l'évoquais. Voilà, j'en viens au sujet qui est notre sujet du jour, puisque le thème, c'est les nouveaux pauvres de la crise sanitaire. Sur cette thématique, il est clair qu'on a aujourd'hui une vision très partielle, sans doute trop partielle, mais néanmoins, on constate énormément de choses sur le terrain. Donc, je vous ai mis une petite liste en vrac qui n'est pas exhaustive, qui n'est pas chiffrée, qui recoupe en partie ce que François vient de vous expliquer, mais voilà, une liste en vrac de ces nouveaux bénéficiaires que l'on identifie, qui se présentent dans les épiceries. Donc, je pense qu'il n'y a pas énormément de surprises pour vous. Donc, il y a toutes les personnes qui se retrouvent au chômage partiel avec une diminution, a priori pas énorme, de leurs revenus, mais parfois suffisante pour les mettre en difficulté. Des intérimaires qui se retrouvent sans mission, évidemment les contrats précaires pas renouvelés dans cette période et pour lesquels évidemment il y a un léger sujet comme vous vous en doutez. Le cas très spécifique, important et très médiatisé des étudiants en difficulté,
Dans les 380 épiceries du réseau, il y en a une vingtaine qui sont spécialisées dans le public étudiant, qui sont implantées sur les campus. Et c'est vrai qu'on a pu identifier des situations particulièrement problématiques sur le sujet, ne serait-ce que parce qu'on s'est retrouvé au début de la crise avec des campus complètement fermés, ce qui signifiait que les locaux mis à disposition par les universités dans les campus étaient fermés aussi, on ne pouvait pas accueillir le public. Enfin, voilà, il y a quelques grosses problématiques autour du public étudiant. Bien entendu, tous les indépendants, artisans, auto-entrepreneurs, etc., dont l'activité est à l'arrêt ou a été à l'arrêt, qui se retrouvent dans la difficulté. Les personnes âgées isolées qui ne bénéficient pas forcément des cercles de solidarité, de proximité qui sont habituellement les leurs. Quelques cas très spécifiques de personnes orientées vers des épiceries, non pas seulement, je le dis quelques cas, ça peut être important en volume, orientées non pas seulement vers les épiceries sociales et solidaires parce qu'une difficulté d'accès à l'alimentation, mais aussi parce qu'on a fait face à des personnes désemparées face à la situation et qui avaient besoin de parler, tout simplement. Et puis, autre cas, mais bon, je pense qu'on aurait pu en citer encore quelques autres. Celui-ci a été cité par François, des familles, évidemment, qui se retrouvent sans accès aux cantines scolaires pour leurs enfants. Tout ça fait qu'on a pu constater une augmentation très, très forte dans les bénéficiaires qui se sont présentés dans les épiceries. On a un petit peu de mal à le chiffrer. Nos confrères des banques alimentaires évoquent un chiffre de plus 20% actuellement sur les bénéficiaires de l'aide alimentaire et ils ont une bonne vision globale sur le secteur. De notre expérience, nous, on a pu constater des situations très, très contrastées dans les épiceries, certaines se retrouvant submergées et d'autres pas tellement plus qu'avant la crise, du fait de différentes choses, ne serait-ce que parce que les dispositifs habituels d'aide alimentaire ont parfois été fermés temporairement, notamment en mars, et c'était la panique pour trouver des solutions. Voilà, donc en tout cas, une hausse au global des bénéficiaires. Un petit exemple qui donne une illustration pertinente, je pense, de l'ampleur des besoins sociaux en cette personne. Dans l'un de nos 4 chantiers d'insertion qui approvisionne l'aide alimentaire en fruits et légumes, celui de Marseille, on a livré en 1 mois autant de fruits et légumes que ce qu'on livre habituellement en un trimestre. Donc il y a une demande qui explose, aussi parce que d'autres solutions pour s'approvisionner étaient plus ou moins fermées, évidemment, mais voilà, je pense que ça donne une bonne illustration de la problématique et des besoins qui explosent. Je vois quelques questions qui arrivent sur le fil. Je propose de juste finir sur la présentation. Et puis Mathieu pourra nous dire après si on y répond directement. Voilà, s'il y a d'autres questions à arriver par ailleurs. Enfin bon, voilà, c'est Mathieu un peu le chef d'orchestre. Hop, je reviens sur ma présentation. Oui, juste un mot aussi pour vous dire que tout ceci a également un impact sur la qualité de l'alimentation qu'on est en mesure de proposer aux bénéficiaires. Dans les épiceries, je vous l'ai expliqué en préambule, on a l'habitude de travailler comme des commerces de proximité qui offrent du choix au public orienté par des travailleurs sociaux. Pendant la crise, c'était la panique à bord et la priorité a été de distribuer, de fournir à manger aux personnes qui étaient dans le besoin. Beaucoup d'épiceries se sont réorganisées et sont clairement sortis de leur pratique habituelle pour faire, par exemple, du colis d'urgence gratuit, ne plus faire un système de libre-service comme au magasin avec participation symbolique. Et il est très clair que quand on s'organise comme ça, on fait avec les moyens du bord et que ça a pu avoir un impact sur la proportion de produits frais, par exemple, qu'on était en mesure de proposer aux familles et aux bénéficiaires, bien entendu. Dernière diapo pour généraliser un petit peu le propos sur les challenges que l'on rencontre actuellement et qui vont sans doute se poursuivre dans les mois qui viennent.
Globalement, depuis le déclenchement de la crise, les épiceries ont donc fait face à de nombreuses difficultés pour fonctionner. Une d'entre elles, qui est peut-être commune avec les dispositifs de l'association Aurore, mais en tout cas avec beaucoup de structures du secteur de l'aide alimentaire, c'est l'organisation du bénévolat, puisque le secteur de l'aide alimentaire repose quand même au global sur la mobilisation de plus de 200 000 bénévoles. Sans ce bénévolat, ça s'écroule complètement, hein, ça ne marche pas. Et évidemment, il y a eu une baisse assez significative du nombre de bénévoles, ne serait-ce que parce qu'une bonne partie d'entre eux sont des personnes assez âgées à qui on a gentiment demandé de rester chez elles pour se préserver. Donc, ce n'est pas forcément simple sur ce sujet. Alors, il y a eu tout un tas d'initiatives pour trouver de nouvelles personnes, dont une initiative au niveau national portée par le gouvernement pour permettre à d'autres publics, à d'autres bénévoles de se mobiliser, y compris dans les étudiants, par exemple. Et il y a aujourd'hui une crainte sur ce sujet de voir les nouveaux bénévoles trouvés pendant la crise retourner au travail, en études, etc., mais que les anciens, eux, ne reviennent pas tout de suite parce que la problématique sanitaire est quand même pas complètement derrière nous, c'est le moins qu'on puisse dire. Ensuite, un gros sujet sur les approvisionnements. Dans les épiceries, 75% de l'approvisionnement provient des dons de la ramasse, selon le vocabulaire un petit peu officiel dans le secteur. Donc la ramasse, c'est quand on se déplace au supermarché du coin pour récupérer les invendus et les dates courtes. Donc des dons, des invendus, de la ramasse, etc. Tout ça, c'est 75% de l'approvisionnement, et toute cette chaîne de distribution a été très fragilisée pendant la crise. Donc voilà, un petit sujet derrière ça. Bien entendu, un sujet autour de la mise en œuvre de toutes les mesures qui s'imposaient pour continuer à travailler. Et dans les épiceries, ça s'est beaucoup traduit par la mise en place de systèmes alternatifs type drive, livraison à domicile, venue des bénéficiaires à une heure précise, sur rendez-vous, au compte-gouttes, etc. Ce qui n'est évidemment pas le système habituel dans les épiceries sociales et solidaires, mais je fais très court. Un impact économique très fort de la crise. Quand on remplace des produits vendus à des prix symboliques par des colis gratuits, on perd toutes les recettes. Lorsqu'on ne fait plus de ramasse, mais qu'on achète essentiellement les produits qui rentrent dans l'aide alimentaire distribuée, ça coûte beaucoup plus cher. Lorsqu'il faut aller distribuer au domicile, il faut organiser toute la logistique, etc. Donc voilà, il y a des gros impacts économiques derrière, et tout le secteur s'interroge beaucoup, au-delà du plan d'aide exceptionnel annoncé il y a quelques semaines pour l'aide alimentaire. Tout le secteur s'interroge sur la capacité à durer dans le temps à partir de maintenant, en fait, maintenant que le déconfinement a commencé, et alors que la situation ne va pas revenir à la normale avant un bon moment. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Oui, je n'ai pas donné l'ordre de grandeur qui est en haut à droite sur la diapo. C'est vrai qu'au déclenchement de la crise, comme c'était un petit peu la panique, on s'est retrouvé avec seulement 55% des épiceries sociales et solidaires qui fonctionnaient, pour assez rapidement remonter à 90%. Puisqu'évidemment, ces activités vitales ne peuvent pas rester à l'arrêt, mais voilà, on a connu une montée en charge pendant la crise. Et la conclusion de tout ça pour nous est une forme de paradoxe, puisque on a fait donc tout un tas d'adaptations pour continuer à fonctionner pendant la crise. On a mis de côté certains aspects structurants du modèle des épiceries pour faire de la distribution alimentaire plus classique. Donc, on souhaite revenir à notre mode de fonctionnement antérieur, qui présente un certain nombre de vertus que j'ai présentées en introduction, et qui ne s'adresse pas au même public que l'aide alimentaire plus classique, entre guillemets. Donc, on souhaiterait revenir à la normale. D'une part, on ne sait pas si ce sera possible, alors que par ailleurs, on voit affluer un grand nombre de nouveaux bénéficiaires de l'aide alimentaire. J'ai donné quelques exemples, et pour lesquels on s'est dit que le modèle que l'on propose serait typiquement très pertinent. Comme on ne se positionne pas sur la précarité extrême, on est plutôt sur des situations intermédiaires,
la liste de cas que je vous ai présenté dans la diapo précédente pourrait relever, en tout cas il semblerait assez logique, que ça relève du modèle des épiceries sociales et solidaires. Donc on vient de lancer toute une démarche avec un projet pour créer 100 nouvelles épiceries, une collecte de fonds auprès de partenaires privés, etc., pour continuer à développer le modèle, alors que par ailleurs, on a toutes ces interrogations. Donc voilà, il y a un peu ce grand écart, et au milieu de tout ça, il y a tous ces nouveaux bénéficiaires, de nouvelles catégories, et un nombre qui augmente fortement et qui va continuer à augmenter, je pense, dans les mois qui viennent. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long et que je ne me suis pas trop focalisé sur le cas spécifique des épiceries sociales et solidaires, mais en même temps, ce cas est peut-être symptomatique de la problématique globale. Non, merci beaucoup. Non, t'as pas été trop long. Merci François, merci Yann pour les deux présentations. Et puis c'était intéressant aussi d'avoir aussi la vision d'ensemble de vos actions différentes. En plus, vous avez du coup répondu déjà à une partie des questions que j'avais, donc ça tombe bien. Peut-être une des premières questions qu'a posée du coup Anne-Flore et qui est assez importante, qu'on se pose toujours dans le milieu de l'économie sociale ou le milieu associatif, c'est quel est le lien ou quel est le soutien ou des fois les bâtons dans les roues de l'État ou des collectivités locales. De quelle manière vous avez eu de l'aide dans ces missions-là? Peut-être François d'abord sur ou du financement ou de l'espace ou de voilà, est-ce que l'État vous a aidé et si oui, sous quelle manière? Oui, alors l'État finance pour la distribution alimentaire qu'on gère actuellement et sur la période, c'est l'État et la ville de Paris qui financent l'opération à 100%. Donc, ils se répartissent à 50-50. Après, toute l'ingénierie sociale et le développement, la gestion, enfin toute la partie opérationnelle, c'est Aurore qui développe comme n'importe quel autre opérateur. Et dans le cas présent, on avait repéré la difficulté qu'on vient de vous exposer, le risque et le danger majeur d'avoir des personnes qui ne peuvent pas manger à Paris ou ailleurs. Là, à Paris. Donc, on est allé frapper à la porte d'abord de l'État parce que, comme je disais, sur le département, de façon générale, c'est plutôt à l'État et notamment pour le sans-abrisme, mais à Paris, c'est aussi la ville de Paris qui est aussi responsable. Donc, oui, sur le financement et puis après, sur les modalités, on travaille ensemble en partenaire pour trouver le lieu géographique, pour après aussi avoir accès au réseau existant, savoir s'il y a une épicerie voisine qui est ouverte ou pas, une douche, bien entendu, comment laver son linge. Le linge, notamment, était un point dur pour les personnes à la rue parce qu'on ne pouvait pas, globalement, laver son linge. On pouvait se doucher, difficilement, mais on pouvait se doucher. Voilà les sujets étaient complets. Hein. Et donc, mais c'est une relation partenariale qu'on a avec l'État ou la ville tout au long de l'année sur d'autres types de dispositifs similaires. À Aurore, les distributions alimentaires qu'on a sont inconditionnelles, c'est-à-dire qu'il suffit de venir à la porte pour pouvoir profiter d'un repas chaud assis tout au long de l'année. Voilà. Et là, c'est pas chaud, c'est pas assis, c'est froid, compte tenu du contexte et de la capacité faible qu'on avait du fait du contexte. Voilà. Ok. Sur l'intervention de l'État, je pense, enfin Yann, si tu veux compléter, et puis surtout sur, est-ce qu'il y a eu un soutien supplémentaire là à très court terme pendant cette période, ou est-ce que voilà l'État était à vos côtés comme d'habitude? Alors, je vais répondre. Je fais juste le petit détour par les financeurs habituels de nos dispositifs. Les épiceries sont financées en général de manière très, très locale. Par les communes, par les CCAS, les centres communaux d'action sociale, parfois par les départements lorsqu'ils misent sur cette forme d'aide alimentaire. Voilà pour les principaux fonds, et puis quelques soutiens au niveau national qui transitent par nous finalement en tant que principale tête de réseau de ces activités. Voilà pour le financement habituel des épiceries. Et donc, dans la période de crise, il y a eu des initiatives un petit peu dans tous les sens.
parfois pas toujours coordonnées. Alors, il y a déjà toutes les initiatives privées. J'ai vu une question sur le fil, est-ce qu'on a senti une vague de solidarité? Oui, tant sur le bénévolat que sur les financements. Il y a eu beaucoup de plans qui ont été déclenchés par des grandes entreprises, par des fondations, etc., pour venir en aide aux structures. Donc ça, c'est pour la partie privée. Et sur les financements publics, il y a eu des initiatives dans les collectivités, des initiatives dans les services déconcentrés de l'État, et puis des initiatives provenant du ministère de la Santé et des Solidarités, et de manière pas toujours coordonnée, donc en particulier entre les collectivités et le ministère et ses services déconcentrés. Voilà, maintenant, une fois qu'on a dit ça, ça fait qu'à l'arrivée, il y a des situations un petit peu contrastées, des aides très significatives par endroit, un petit peu moins par ailleurs. Voilà. Sinon, un des principaux éléments donc, à avoir en tête sur le sujet, c'est le plan d'aide qui a été annoncé, je pense, mi-avril ou quelque chose comme ça, par Christelle Dubos, la secrétaire d'État. Bon, un plan d'aide de 39 millions d'euros pour l'aide alimentaire, dont 25 millions d'euros pour les associations, découpés en deux, 18 millions distribués au niveau national pour les grosses associations au niveau national, dont on fait partie, nous, chez Andes, et puis 7 millions distribués exclusivement par les services déconcentrés. Donc voilà, une tentative, là, pour le coup, de coordination un peu pertinente sur le sujet. Il y a ce qui relève du national, ce qui relève du local. Et ensuite, bon, sur cette enveloppe, je ne sais pas si c'est intéressant qu'on rentre dans les détails, mais il y avait 14 millions autres pour du soutien à des territoires en crise particulièrement aiguë. Une petite dizaine, si ma mémoire est bonne, de départements métropolitains qui ont bénéficié de chèques d'urgence alimentaire, et puis un dispositif spécifique pour l'outre-mer. Voilà. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Il est peut-être intéressant de signaler à tous que, parce qu'on n'a pas forcément ces ordres de grandeur en tête, c'est notoirement insuffisant. Les principales associations d'aide alimentaire avaient exprimé un besoin financier étayé, argumenté, etc., pour la seule période de mi-mars à mi-avril qui portait sur 53 millions d'euros. Bon, j'imagine que dans cette expression de besoin, il y a à prendre et à laisser, mais bon, quand même, ça donne un ordre de grandeur. Et puis, ces mêmes associations ont dû se partager, entre guillemets, 25 millions d'euros. Mais ces 53, cette expression de besoin apportait que sur un mois. Or, on sait bien que tous les impacts qu'on a un petit peu esquissés tout à l'heure vont se poursuivre pendant des mois et on n'a pas de visibilité sur la suite budgétaire. Voilà. Donc, il y a une grosse incertitude aussi de ce point de vue-là, au-delà de cette première réaction qui est certes insuffisante, mais c'est quand même satisfaisant de voir que très vite, il s'est passé des choses. Il y a une question qui est un peu dans le sens aussi de la question de la vague de solidarité. Imaginons comme ça que tout d'un coup, il y a des initiatives de quartier ou de voisinage de distribution alimentaire comme ça, spontanées. Vous qui connaissez bien le secteur et aussi le cadre juridique et sanitaire et d'hygiène qu'il faut, est-ce que c'est possible si moi, entre voisins de mon immeuble, j'organise en bas de l'immeuble une soupe populaire comme ça tout d'un coup parce que j'ai envie de participer à cette vague de solidarité. Peut-être François ou Yann. Enfin, François, tu peux commencer. Oui, bah, ça a été le cas en fait. On a été confronté à cette situation parce que de fait de porter un des plus gros points dans Paris de distribution, c'est de trouver un peu à coordonner et être l'interface avec de nombreux acteurs. Les premiers acteurs, c'était tous les entreprises avec leurs invendus dans le contexte. Et donc là, c'était gérer tout ce qui était sur un plan un peu industriel, des volumes de nourriture qui n'étaient pas distribués. Puis après, il y a la dimension des particuliers. Donc là, c'est un peu plus complexe parce que l'objectif premier d'un dispositif de distribution alimentaire, c'est de pouvoir sur la durée, chaque jour, avoir la même offre en fait de service aux personnes et être sûr que les 1300, 400 personnes par point, on est sûr d'avoir ce volume-là d'aide à distribuer. Donc, dans les deux cas, la question, c'est que, d'une part, sur les particuliers, si on reste là, c'est que souvent, c'est du one-shot, c'est un paquet de nouilles, des choses comme ça, très sympa, mais ça ne me permet pas de tenir ni dans la durée, mais même ponctuellement.
En revanche, il fallait accueillir et trouver vers qui orienter. Alors souvent, les épiceries de proximité, si elles étaient ouvertes, c'était facile. Quand c'était fermé, on disait non, je suis pas en mesure. C'était une vraie problématique de devoir dire non à des personnes qui voulaient donner. Maintenant, ça s'est réorganisé, donc ça va un peu mieux, mais sur les 4 premières semaines, c'était compliqué. Ça, c'est un aspect. Puis après, il y a des particuliers qui se sont organisés, qui avaient des capacités de production, de stockage, etc. Des restaurateurs, on a plein d'exemples où des gens, nous, au Grand Voisin, dans le 14e, on est toute une communauté et on a une cuisine. Donc, la communauté s'est remise à produire. Et là, du coup, vous aviez plusieurs objets, en fait, plusieurs centres de production qui étaient avec des engagements divers, qui pouvaient venir faire du complément, en fait, de notre action pour distribuer sur du sandwich, pas forcément sur du repas chaud, mais ça pouvait venir compléter. Cette coordination et cette gestion-là, elle était très fine en fait, parce que très complexe, avec peu de moyens logistiques, peu de moyens en fait d'accès pour avoir une capacité d'accès à des chambres froides en volume. Quand vous avez 5500 paniers distribués par jour, c'est des gros volumes. Donc pas de chambre froide. Pas de camion, donc toute la chaîne du froid, on s'est assis dessus en fait, passez-moi l'expression, mais c'est la réalité. On s'était mis d'accord avec l'ensemble des partenaires que, en termes d'exigence, vu le contexte, un contexte grave, eh bien, il fallait peut-être être assez intelligent et nous donner le temps pour se réorganiser et retrouver un travail dans les règles de l'art sous 15 jours, 3 semaines, 1 mois, ce qu'on a fait sous 1 mois. Mais au début, effectivement, on stockait pas dans des chambres froides. Donc, ça fait partie, la question de la logistique était déterminante sur cette période-là, d'avoir une vraie capacité. Et puis, sur la question des approvisionnements et des filières, parce que même si les particuliers, ce qu'il faut comprendre, c'est que globalement, le volume global, il y avait à manger en France et il y a encore, mais le tuyau, la taille du tuyau s'est réduite. Et donc pour tout le monde, et donc tous les circuits en amont d'approvisionnement du frais ou pas, c'était devenu un peu plus compliqué pour tout le monde. Donc même les particuliers qui étaient engagés dans une action temporaire, s'organiser avec des restaurateurs, par exemple, je pense, à un moment donné, ils ont été courts en en approvisionnement, pardon, et leur action n'a pas forcément tenu dans la durée par rapport à l'ensemble des objectifs qui s'étaient fixés. Certains avaient donné l'objectif des hôpitaux, ils sont restés sur les hôpitaux. On trouvait intéressant que, par exemple, c'était bien pour les hôpitaux et les soignants, c'est pas ça, mais l'institution, l'hôpital a la parfaite capacité de pouvoir fournir ces soins. Donc, peut-être qu'il est intéressant de pouvoir plugger, en tout cas orienter cette production de repas pour des personnes en proximité. Voilà, ça n'a pas pu se faire forcément toujours et tout le temps, mais c'est une réalité. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir tous ces gens, cette énergie-là très positive, se mobiliser, et c'était très agréable. Mais ça c'était assez impressionnant pendant cette période-là. Et c'est vrai que nous, à la Fondation, on a eu aussi l'occasion de voir un très grand nombre d'initiatives de petites associations, grandes associations. Donc, c'était assez fascinant. Le temps passe très vite et malheureusement, on arrive bientôt au bout. Mais juste peut-être une dernière question avec des réponses les plus courtes possibles, s'il vous plaît. Sur du coup un peu l'avenir. Il y a des questions dans le fil sur l'impact durable ou pas pour ces publics fragilisés. Alors bon, j'imagine que vous n'êtes pas devin, donc c'est très difficile, mais vous connaissez quand même bien ces publics, donc est-ce que vous pensez qu'il y aura un impact durable sur leur précarisation? Et pour répondre à ça, notamment une suggestion de tirement, est-ce que des solutions innovantes ou qui sortent un peu du cadre classique, comme les fermes urbaines, peuvent être des pistes qui peuvent aider, ou ça reste encore négligeable? Peut-être Yann d'abord et ensuite François pour conclure. Oui, alors sur ce sujet, je confirme, mon cher Mathieu, que je n'ai pas de boule de cristal. Néanmoins, je confirme également qu'il y a des inquiétudes très fortes. Si on se rappelle un petit peu du précédent, la crise économique de 2008, peut-être que François aura ces chiffres-là plus précisément en tête que moi, mais finalement, on a l'impression qu'il y a des paliers qui ont été passés dans la précarisation et que ça retombe jamais. Donc, vu l'ampleur de la crise économique qui s'annonce, c'est extrêmement inquiétant. On a aujourd'hui en France, avant la crise,
On a à peu près 9 millions de personnes estimées en situation de précarité alimentaire. Seuls 5 millions parmi ces 9 étaient bénéficiaires des dispositifs d'aide alimentaire. Et on n'est même pas certain que dans les 5 millions, on ne compte pas certaines en double quand elles vont dans différents dispositifs. Donc, on ne couvrait pas tous les besoins avant. Et avec la vague qui s'annonce, je suis navré de vous confirmer qu'il y a de quoi être un peu inquiet. Donc, il s'agira de se mettre au niveau, de proposer des solutions, etc. C'est pour ça que nous, on se lance sur cette démarche que j'évoquais très, très brièvement tout à l'heure, d'un objectif de création de 100 nouvelles épiceries. On fait appel à la générosité des grandes entreprises et des particuliers pour nous y aider. C'est tout nouveau de cette semaine, parce qu'on pense qu'il va falloir se mettre au niveau sur le sujet, qu'il va y avoir des besoins énormes, et quitte à ce qu'il y ait des besoins, autant y répondre de la manière qui nous semble la plus pertinente, avec des réponses ciblées selon les catégories de publics. Il y a les publics à la rue que François évoquait, il y a des publics un peu moins précarisés, mais pourtant en difficulté, qui sont ceux qui sont censés aller dans les épiceries, et ceux-là vont être très, très nombreux. Voilà. Ensuite, sur la question posée dans le fil sur les fermes urbaines, alors je n'ai pas la prétention d'y apporter une réponse scientifique, on s'éloigne un tout petit peu du domaine voilà, sur lequel je suis censé intervenir, mais néanmoins, je pense que je peux répondre à cette question. Et la réponse est non. On sait bien que l'agriculture urbaine est un dispositif intéressant, c'est un plus sympa, mais c'est pas du tout à l'échelle, et ça ne pourra jamais être à l'échelle des besoins. Donc le sujet est pas là, ou en tout cas pas seulement là. On sait bien que en cas de crise économique extrêmement forte, d'effondrement brutal, etc., pour reprendre certains propos de nos amis collapsologues, s'il n'y a plus de pétrole, en 48 heures, il n'y a plus rien à manger à Paris. Et on aura beau avoir multiplié les fermes urbaines, ça sera pas suffisant. Voilà, donc c'est pas très positif comme réponse. Et là, je pense que c'est la réalité, même si toutes les initiatives en fait sont bonnes à prendre pour être en complémentarité avec d'autres. Voilà, je ne sais pas si j'ai pas oublié de la question initiale. Je vois aussi la dernière question du fil qui était sur les établissements scolaires. Je pense que François en a peut-être dit un mot, et je vous confirme que lors du premier choc, à la mi-mars, ça a été une des rares sources d'approvisionnement plus productive, plus prolifique qu'à l'accoutumée, quoi, hein. Donc voilà, il y a eu effectivement un instant T à gérer avec un afflux provenant des cantines et des restaurateurs. Ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a apporté des solutions, pas toujours pertinentes pour les épiceries, compte tenu des produits que l'on cible, mais parfois très pertinents pour d'autres types d'aide alimentaire. Voilà, je ne sais pas si François veut compléter sur ces questions. Oui, c'était du thon et des sardines, c'est très bon, et merci aux cantines, notamment à Paris, c'est ce qu'ils ont donné massivement, et avec des problèmes d'approvisionnement par la suite, ce qui fait qu'on a arrêté temporairement pour pouvoir se réorganiser. Et si je parle de ce point-là, c'est que je pense qu'il faut qu'on ait une lecture un peu systémique de l'ensemble de nos systèmes, de chaînes de distribution, etc., et de la manière dont notre industrie agro est organisée, et il y a à apprendre de ça, à capitaliser autrement si on devait être confronté à une situation similaire. Oui, je rejoins Yann. Le taux de pauvreté en France, il est stable autour de 14%. Vous mettez une virgule avec une décimale, ça change un peu. La population augmente plus vite, en tout cas. Donc, de fait, en 4-5 ans, vous prenez 300 à 400 000 personnes selon la modalité de calcul, donc qui bascule en dessous des seuils de pauvreté, que la reprise économique, elle est variable selon les secteurs d'activité. Une des activités peut-être qui a moins perdu, c'est le secteur de l'industrie alimentaire, de la restauration collective principalement, mais par exemple, ils sont en difficulté de savoir quand est-ce que sur le plan national, leur activité va reprendre. Ils sont dépendants de ce qui se passe dans nos écoles, etc. Donc, par exemple, si on reste sur leur exemple, ils tapent sur des reprises, ils espèrent en tout cas à septembre. Ça veut dire qu'entre le mois de mars et septembre, qu'est-ce qui se passe pour les salariés?
Si on reste juste au niveau des salariés. Et des fois, les effets ont des ondes de choc, hein, c'est-à-dire que vous avez la tempête et puis la queue de la tornade en tout cas. Et pour un rétablissement de situation difficile, ça prend après des mois, quoi. Parce que le petit impayé, le surendettement, le petit crédit à la conso que je peux plus payer, de ce fait-là, le fait d'avoir perdu 20 ou 30% de mes ressources mensuellement, ça a des conséquences hyper graves. Oui, on sera plus fort s'il devait y avoir une autre situation de cette nature, ce que je ne souhaite pas, parce qu'on va apprendre à capitaliser. Mais après, les grands sujets dont on a parlé, l'approvisionnement, la logistique, je suis pas sûr d'être mieux organisé aujourd'hui. Voilà. La vraie force, c'est qu'on se connaît beaucoup sur les acteurs. On se connaît bien, que de fait, on apprend tous quand même dans ces mouvements-là. Quand on est à une phase, on se sent très organisé, on est complètement désorganisé. Et on a vu qu'en très peu de temps, avec une volonté, beaucoup de travail, on peut avoir des choses, des dispositifs qui tiennent et retomber un petit peu sur nos pieds, mais c'est pas suffisant. Donc, faut continuer le travail, mais collectivement, pas que les assos, pas que les entreprises, tous. C'est un vrai travail collectif, cette affaire. Il y a du boulot, effectivement. Alors, j'en aurais bien discuté encore longuement avec vous, mais on va clôturer ici. Il y avait des questions notamment sur l'international très intéressantes et d'autres. Ce que je vous propose, du coup, même pour ceux qui veulent poursuivre la discussion, c'est de rejoindre François et Yann dans le networking qui est à gauche de votre écran, dans lequel vous pourrez retrouver Yann et François pour des petites sessions de 3 minutes de networking et puis échanger les coordonnées si vous le souhaitez. Moi, je conclus pour ma part d'abord en remerciant très chaleureusement Yann et François et en saluant vraiment les actions de l'association Aurore et de l'association Andes. Bravo sur des sujets aussi importants et prioritaires que ceux-là. Vous faites un excellent boulot. Demain, jeudi, la conférence sera avec Mathieu Sojo, qui est chercheur à l'IDRI et qui parlera de la façon dont les crises ont bousculé les comportements et rebat les cartes de la normalité, entre guillemets. Donc, on vous enverra le lien pour participer à la conférence de demain, qui a l'air aussi sur un sujet très intéressant. Merci à tous. N'hésitez pas du coup à passer dans l'espace networking pour ceux qui le souhaitent. Et dans tous les cas, à très bientôt. Passez une bonne après-midi. Au revoir. Merci. Merci.